bienvenue dans un nouvel épisode de Podcast ou Sexiste, le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui je vous retrouve pour parler des violences sexistes et sexuelles dans le milieu étudiant. Pour cela, je suis accompagnée de l'adjudante-chef Sandrine Delattre de la Maison de protection des familles de Haute-Corse, de Sarah Gassic, présidente de l'association Main Violette de Corse, de Michèle Bédine, éducatrice spécialisée et référente d'un nouveau collectif contre les violences conjugales, et enfin de Manon Ourlier, membre de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur. Dans cet épisode, vous pourrez également écouter des témoignages, donc pour des personnes sensibles, je tiens à vous informer que ces témoignages vont parler de harcèlement, de viol, d'agressions sexistes et sexuelles, donc si vous souhaitez parler de ce que vous ressentez, de ce que vous avez vécu ou prendre des renseignements pour un proche, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Instagram, je pourrai vous conseiller un interlocuteur privilégié. Bonne écoute! Bonjour, donc je suis l'adjudante-chef Sandrine Delattre de la Maison de protection des familles de la Haute-Corse. Donc j'ai 52 ans, ça va faire 27 ans que je suis en gendarmerie. Les maisons de protection des familles sont des nouveaux dispositifs gendarmerie qui ont été mis en place suite au Grenelle des violences intrafamiliales en 2019. Donc ces maisons, il y en a une par département. Et nous sommes une des dernières à avoir été mise en place puisqu'on existe vraiment depuis le 1er janvier 2023. Alors je suis arrivée ici à 4 ans en Corse, à la brigade de gendarmerie départementale de Ghisonaccia, en plaine orientale. Le métier de gendarme est un métier très particulier, mais c'est surtout un métier intéressant parce qu'on peut faire plusieurs métiers au sein d'une même carrière. Pour ma part, j'ai commencé en Bretagne, à Lannion, dans les Côtes-d'Armor, en gendarmerie départementale, donc le gendarme de terrain que tout le monde connaît. Ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer les écoles, donc l'école de Châteaulin, où j'ai pu former des sous-officiers de gendarmerie donc pendant 5 ans. J'ai également intégré l'école de Rochefort, où là j'ai formé des gendarmes adjoints volontaires. Je suis également passée par la compagnie de Plohermel dans le Morbihan, en Bretagne, donc là où j'ai travaillé au niveau compagnie. Et puis donc depuis 4 ans, je suis en Corse. Alors je suis arrivée là il y a 4 ans à la brigade de Ghisonaccia, donc gendarme de terrain. Il y a 4 ans, ça correspond au Grenelle des violences conjugales. Et c'est vrai que depuis un peu plus de 4 ans, comme ça venait un petit peu dans le vent, il y avait des réunions qui étaient organisées pour les gendarmes. Et j'ai eu cette chance d'être toujours choisie par ma hiérarchie pour assister à toutes les réunions qui ont eu lieu et aux nouvelles formations pour les gendarmes également, dont la formation expertise vif, expertise violences intrafamiliales. Une formation de 2 semaines où on nous apprend vraiment tout le mécanisme des violences et comment mieux prendre en charge une victime. Voilà, moi c'était dans le cadre de l'avancement, c'est-à-dire qu'avant j'étais adjudante et puis je suis passée adjudante-chef. Donc en général, quand on prend un grade, on bouge en gendarmerie et ça tombait vraiment très très bien puisque ça tombait avec la création de la maison de protection des familles et la hiérarchie a pensé à moi pour me mettre au poste de commandement de cette maison. Donc la maison de protection des familles a 2 grandes missions. Donc la première, c'est de pouvoir recueillir la parole des victimes de violences intrafamiliales dans les meilleures conditions pour elles. Quand on parle de violence intrafamiliale, on parle de violence de couple et on parle également de violence envers les enfants, envers les grands-parents, envers tout ce qui touche à la famille, mais également toutes les violences physiques ou psychologiques qui peuvent porter atteinte à des personnes particulièrement vulnérables, que ce soit les personnes en situation de handicap, que ce soit des personnes âgées, etc. Donc on peut sortir dans ce cadre-là des violences intrafamiliales. Quand vous êtes victime, par exemple, du vol de votre voiture, ça paraît assez simple d'aller dans une gendarmerie et puis ça va prendre un quart d'heure, une demi-heure. Bon, vous aurez un petit traumatisme parce que c'est pas drôle quand on se fait voler son véhicule, surtout si on en a besoin, et ça se passera bien. Voilà, pour vous, c'est naturel de faire la démarche d'aller porter plainte et puis votre assurance a besoin de ce dépôt de plainte. Quand on est victime de violences au sein d'une famille, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que souvent la démarche d'aller vers la gendarmerie peut faire peur. Il faut déjà se reconnaître comme victime. Et quand on se reconnaît comme victime, on n'a même pas conscience de tout ce qu'on a pu subir, tant les violences intrafamiliales sont nombreuses et vicieuses finalement, je dirais, parce qu'il faut vraiment des années de travail sur soi-même pour avoir conscience de tout ce qu'on a pu subir.
Donc l'important, c'est de se faire aider. Et quand on veut venir vers la gendarmerie, c'est pas toujours évident. Donc d'où la création des maisons de protection des familles pour vraiment accueillir ces personnes dans les meilleures conditions. Si vous portez plainte pour le vol de votre véhicule, allez, ça va durer un quart d'heure, une demi-heure. Maintenant, si vous devez raconter tout ce que vous vivez au quotidien, ça prend plusieurs heures. Et pour ça, il faut vraiment être dans les meilleures conditions, aussi bien pour la victime que pour les gendarmes, c'est-à-dire être dans un lieu où on ne sera pas dérangé, où on se sentira en confiance, et également avoir du temps. Le temps, c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'il faut éviter de venir à 11 heures si à midi je dois aller chercher mes enfants. Hein. On peut pas, le gendarme ne peut pas tout retranscrire en une heure. Donc les maisons de protection des familles, justement, sont là pour les victimes, pour qui ça serait compliqué de faire le pas jusque dans une brigade de gendarmerie. Euh, on se déplace partout sur toute la Haute-Corse, en civil ou en uniforme. Quand je dis partout, ça peut être également dans une voiture. Si la victime est toute seule qu'au moment où elle va faire ses courses, par exemple, eh bien, si elle veut nous parler, on pourra aller avec elle sur le parking, dans un endroit discret, en civil, et puis recueillir son audition. On peut se déplacer, bien sûr, au domicile de la victime, si, bien sûr, le mis en cause n'est pas à proximité. Elle peut également faire le choix de venir dans la maison de protection des familles, qui est un lieu particulièrement chaleureux et accueillant, un lieu très discret qui ne ressemble pas du tout à une gendarmerie. On peut également venir prendre sa déclaration au sein d'une brigade de gendarmerie si c'est plus pratique pour elle. Mais on est également là en renfort pour les unités de gendarmerie. C'est-à-dire que la victime peut toujours se présenter dans une gendarmerie. Mais si les gendarmes sont très occupés parce qu'il y a déjà l'enquête à préparer derrière, eh bien, ils vont faire appel à nous parce que nous, on est consacrés que pour les victimes. Donc, on a vraiment tout notre temps. On prendra toutes les heures nécessaires pour recueillir sa parole dans les meilleures conditions. Alors, je voudrais tout de suite préciser que le dépôt de plainte n'est pas obligatoire dans le cadre des violences intrafamiliales. En fait, ce que fait le gendarme ou le policier, il recueille votre audition. En haut de la feuille, c'est marqué audition. Donc, vous racontez tout ce qui s'est passé, tout ce que vous subissez, aidé par les questions du professionnel. Et à la fin de votre récit, eh bien, vous avez le choix de dire je porte plainte ou je ne porte pas plainte. Il faut savoir que dans le cadre des violences intrafamiliales, le fait qu'il y ait un dépôt de plainte ou pas, ça ne change rien vis-à-vis des suites de la procédure. Le gendarme ou le policier, dès l'instant qu'il a connaissance des faits, qu'il a recueilli votre audition, va appeler le procureur de la République via le magistrat de permanence ce jour-là pour rendre compte des faits. Au vu des faits, le magistrat de permanence va décider de la suite de la procédure, va décider s'il y a engagement des poursuites ou pas, que la victime ait déposé plainte ou pas. Donc il faut bien savoir que ce n'est pas à cause, entre guillemets, de la victime si l'auteur est mis en garde à vue, c'est à cause des faits qui ont eu lieu et c'est parce que c'est le magistrat qui a décidé qu'il y aurait une garde à vue, qu'il y aurait une poursuite d'enquête. Du coup, moi, c'est Sarah. Il y a 2 ans, j'ai fondé l'association Main Violette Corse, qui était l'antenne du cours régional de l'association nationale Main Violette. Mais là, récemment, donc, on s'est un peu détaché de l'asso national pour, euh, pour avoir notre propre fil conducteur, je dirais, et on est devenu donc Amanou Violette, histoire aussi d'un peu plus coller au territoire sur lequel on agit. Donc, on est une association de lutte contre les violences sexistes, sexuelles, conjugales et intrafamiliales. Association féministe, une association étudiante au début et puis finalement ouverte à tous. Voilà, donc nos principales missions, ça va être de l'aide aux victimes, donc d'accueillir les victimes, de les indiquer vers qui elles peuvent se tourner, de leur parler de leurs droits, de comment elles peuvent agir, réagir à ce qui leur est arrivé, ou même pour les témoins, de leur indiquer ce qu'ils peuvent faire. Donc c'est surtout de la prévention et de la sensibilisation autour de toutes ces violences-là. Euh, Là, depuis 2 ans, au sein du bureau de l'association, je travaille toujours avec les deux mêmes filles. Donc, on va leur faire un petit coucou. Donc, Maëva, ma vice-présidente, et puis Marie, ma responsable com slash secrétaire générale.
Et après, parmi les adhérentes actives, on a environ une quinzaine de membres qui sont très actifs, qui participent à chaque fois avec nous à chaque événement et à qui je fais aussi un coucou parce que sans elles, l'association ne vivrait pas comme elle le vit à ce moment. Nous, on a surtout, là, on a eu deux gros cas donc depuis la création de l'association, donc deux victimes qui sont venues nous voir pour des faits de viol hein, et avec qui on a lancé une procédure juridique. Et à part ça, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, on a des messages, donc soit des témoignages, soit des gens justement juste qui se posent des questions, qui aimeraient savoir comment on peut aider, comment on peut participer à l'association. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'engouement au tout début, au moment où l'association a été créée, parce que c'était la première association de ce genre à Corté. Il y a eu Dieter et Lenzerg avant, mais elles sont surtout sur Bastia et surtout elles étaient parties sur le continent au moment où nous on s'est créés et c'est vrai qu'avec la fac, au sein même de la fac à Corté, il y avait rien de ce type avant. Et donc c'est là que nous on a remarqué que vraiment il y avait un vide quoi, il y avait des lacunes au niveau de la prise en charge de ces violences, parce qu'on va le voir avec les témoignages, bah, ça arrive aussi et surtout en milieu étudiant. Alors, je m'appelle Michel, je suis éducatrice spécialisée en libéral à la Bonne Étoile à Rouen et je suis aussi membre du collectif français contre le viol conjugal, donc je suis la seule membre de toute la Corse. Tu es éducatrice spécialisée, Michel? Donc, j'accompagne toutes personnes, les enfants, les adolescents, les adultes en difficulté. J'ai travaillé pendant plusieurs années en pédopsychiatrie, puis je me suis lancée en libéral afin d'être au plus proche en fait des patients parce que voilà, les prises en charge en pédopsie sont très longues, en tout cas pour avoir des hospitalisations. Donc, j'ai décidé de passer en libéral. Et donc, voilà, en fait, j'accompagne les personnes au domicile directement. J'interviens aussi dans les structures parce que je fais aussi de la médiation animale. Donc en fait, je travaille avec l'animal. C'est un plus en fait pour travailler vraiment le lien avec les personnes. Et donc voilà, j'interviens aussi dans les structures à domicile et à mon domicile avec tout type de public. Du coup, au niveau des accompagnements, donc en fait, on accompagne tout type de personnes, donc de la naissance à la fin de vie, donc des personnes en difficulté, que ce soit sociales, professionnelles, psychologiques. On traite en fait, tout type de difficultés, c'est-à-dire le harcèlement scolaire, le harcèlement, les violences conjugales, tout ce qui est traumatisme, handicap, vraiment toutes les difficultés que peuvent rencontrer les personnes. Et donc après, on met en place différents moyens d'accompagnement. On part bien sûr des besoins de l'enfant, des capacités, de ses difficultés, pour mettre en place en fait un projet d'accompagnement donc ensemble avec la personne et éventuellement, enfin aussi du coup avec la famille. Et voilà, après moi je travaille par le biais d'activités, surtout donc ça peut être des activités de revalorisation de l'estime de soi, voilà, plein de petites activités afin de travailler enfin, sur le projet. Et on travaille aussi beaucoup en partenariat et en réseau, donc avec des psychologues, des psychiatres, des assistantes sociales, etc. Moi, c'est Manon Roulier. Je fais partie de l'Observatoire depuis à peu près 3 ans. Donc, c'est l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur. Et c'est une asso qui existe depuis 2019, si je ne dis pas de bêtises. C'est une association étudiante nationale interfilière. Donc, on a vraiment des personnes qui viennent de toutes les filières partout en France. On est à peu près 60 membres aujourd'hui. Et on a 3 actions principales. La première, c'est d'enquêter, parce qu'en fait, on fait des enquêtes au niveau national, mais aussi à l'échelle des établissements sur les violences sexistes et sexuelles. On fait du recensement d'initiatives locales qui existent partout sur le territoire français. Donc, agir de 2 manières. Déjà, on fait de la sensibilisation auprès des étudiants. Donc, on se déplace dans les établissements, on fait des conférences, des ateliers de sensibilisation, etc.
Et on fait aussi un travail de plaidoyer. Donc, on travaille avec les institutions directement pour faire évoluer la législation et, euh, et faire évoluer en fait les choses sur le terrain législatif à ce niveau-là. Donc ça, c'est nos 3 actions principales. Par rapport à la création de l'asso, en fait, ça s'est créé parce que... donc moi, j'étais pas là à la création. Mais à la base, l'association s'est créée par des personnes qui avaient constaté qu'il y avait des violences sexistes et sexuelles autour d'elles dans l'enseignement supérieur. Donc, c'était des étudiantes. Et quand on a fait appel aux établissements, il se passait pas grand-chose. Il y avait vraiment cette réaction de toujours tout mettre sous le tapis. Et du coup, quand les créatrices se sont orientées vers les chiffres, on s'est rendu compte qu'il y avait des chiffres sur beaucoup de choses. Hein, il y a des chiffres pour les violences dans les transports, le harcèlement dans les transports. Il y a les chiffres sur les violences sexuelles et sexistes dans la France entière. Mais dès que ça touchait uniquement les étudiants, il n'y avait pas de chiffres réels. Donc en fait, c'était ça la base de la création de l'asso, d'avoir des chiffres concrets à mettre en avant pour dire, bon voilà, c'est pas juste nous qui avons l'impression qu'il y a des violences, c'est quelque chose qui est systémique, qui existe, et maintenant il y a des chiffres pour le prouver. Donc, depuis la création de l'asso en 2019, on a fait 2 enquêtes nationales. Donc, une enquête en 2020 qui s'appelle Parole étudiante et une deuxième qui est sortie en 2023 qui s'appelle le baromètre. Pour revenir rapidement sur le sujet, il me semble important ici de préciser ce qu'est une violence sexiste et sexuelle, une VSS. C'est lorsqu'une personne impose à autrui un propos, oral ou écrit, un comportement, un contact à caractère sexuel ou sexiste. Cela regroupe les croyances et les comportements qui tendent à stigmatiser ou délégitimer une personne en raison de son sexe ou de son genre, ou même de son orientation sexuelle et amoureuse. Il existe 6 types de violences: administratives, économiques, psychologiques, physiques, gynécologiques et sexuelles. Celles-ci également déclinables, vous pouvez vous renseigner sur noustoutes.org. Nous Toutes nous dit également que les violences sexistes sont liées entre elles par un continuum, un lien qui fait que les plus petites violences autorisent les violences au-dessus. C'est ce que l'on appelle la culture du viol. La culture du viol, ce sont tous les éléments, le langage, les idées, les images, les stéréotypes, qui banalisent les violences sexuelles et font qu'on va les tolérer quand on y est confronté. Pour reconnaître une violence, particulièrement dans le cadre conjugal ou intrafamilial, vous avez le violentomètre qui donne beaucoup d'exemples de violences. Si vous êtes témoin ou victime, appelez le 3919, la gendarmerie ou encore le CIDFF de votre région. Sandrine, quels sont les types de violences qui existent dans le cadre intrafamilial ? Alors, les types de violences conjugales, donc on va avoir les violences psychologiques. Il faut savoir que 100% des victimes de violences physiques sont avant tout des victimes de violences psychologiques. La première claque, le premier coup de poing n'arrive pratiquement jamais comme ça du jour au lendemain. Il y a toujours des violences psychologiques avant qui se mettent tranquillement en place. Ça peut prendre des années. Et des fois, il ne peut y avoir qu'au cours d'une vie que des violences psychologiques qui sont aussi dévastatrices que les violences physiques. On meurt des violences psychologiques. On déclenche des maladies à cause des violences psychologiques. On déclenche des comportements addictifs à cause des violences psychologiques qu'on a du mal à encaisser tous les jours. On peut se mettre à boire, on peut partir dans la drogue, on peut faire une dépression. Donc elles peuvent être aussi mortelles que les violences physiques. Les violences psychologiques sont les plus dures à reconnaître parce que c'est vraiment quelque chose qui va se faire petit à petit au quotidien. C'est un petit jeu finalement de l'auteur qui va faire pour culpabiliser la victime et surtout la rendre vraiment vulnérable. D'un côté, il y aura toujours cet espoir de la victime que les choses se passent bien parce qu'elle l'aime, elle l'aime l'auteur et il lui fait croire aussi, mais il y a toujours ces rabaissements quotidiens, le fait aussi d'appuyer sur des peurs, des angoisses de la personne, voilà, de l'emmener sur des terrains où forcément elle ne se sentira pas bien. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous en parler parce qu'elles sont vraiment très très nombreuses, ces violences-là. Après, il y a la violence physique qui, logiquement, devrait être plus connue de la population, puisque aujourd'hui, on devrait tous savoir qu'il est formellement interdit de frapper quelqu'un.
que ce soit un enfant parce qu'il a fait une bêtise, que ce soit son conjoint parce qu'il a fait quelque chose. Il est formellement interdit au regard de la loi de frapper quelqu'un. Une simple claque peut avoir des conséquences énormes. Elle peut percer le tympan, elle va secouer le cerveau dans la tête, enfin c'est pas anodin, rien qu'une simple claque. Donc là nous avons les violences physiques. Ensuite on peut trouver les violences financières. Alors les violences financières, quand on vit à deux sous le même toit, on doit pouvoir disposer de l'argent, des revenus du foyer. Même si je ne travaille pas, je dois forcément avoir des moyens de paiement. L'argent doit être pour les deux personnes qui habitent ensemble. Vous avez les violences religieuses, c'est-à-dire que là, on va vous empêcher de pratiquer votre religion, ou bien alors on va vous imposer une religion que vous n'avez pas choisie. Une des violences qui a souvent lieu dans les couples, qui s'accompagnent des violences psychologiques, ça va être le viol. Le viol entre époux, il n'est pas du tout reconnu, quel que soit l'âge. Quand on pense viol, on pense agression dans la rue, quelque chose de très brutal, voilà, avec des conséquences physiques en plus, par un inconnu, ça se passe dans le noir, dans une ruelle. Ce viol-là, je ne vais pas dire qu'il est inexistant, c'est pas vrai, mais en pourcentage, il y a quasiment rien. Sur 100 viols, je ne sais même pas s'il y en a un comme ça. Le viol a souvent lieu entre conjoints, et aussi également dans le cadre de l'inceste, mais ça fera l'objet d'un futur débat. Un viol entre conjoints, c'est simple, eh bien, c'est pas parce que je suis avec quelqu'un que je suis obligée d'avoir un rapport sexuel avec lui à la demande. C'est pas du tout ça. Un rapport sexuel doit être quelque chose de librement consenti. Ce n'est pas du tout une obligation. Cette obligation peut être créée aussi sous forme de chantage avec l'auteur, d'accord. Il a envie, vous n'avez pas envie, il peut vous dire quoi, tu ne m'aimes plus, tu n'as plus envie de moi, qu'est-ce qui se passe? C'est une forme de chantage. Il peut également vous dire, l'auteur, tu sais, moi j'ai des besoins sexuels, si tu les satisfais pas, j'irai voir ailleurs. C'est du chantage, mais si je cède à ce chantage, c'est une forme de viol, c'est du viol tout simplement. Le viol, ça peut être aussi d'accepter des pratiques sexuelles dont on n'a pas envie. Le consentement doit vraiment être libre, éclairé. Éclairé, ça veut dire que je suis en état de consentir. Si je dors, je ne suis pas en état de dire que j'ai envie d'un rapport sexuel. Si j'ai trop bu, je ne suis pas non plus en état de dire que j'ai envie d'un rapport sexuel. Donc il doit vraiment être éclairé. Et puis, j'ai le droit aussi de changer d'avis. Je peux très bien avoir envie d'embrasser mon ami et puis de m'arrêter là, de dire non, j'ai pas envie de plus. Je peux très bien commencer à avoir un rapport sexuel et puis d'un seul coup, je sais pas, j'ai plus envie parce que j'ai plus envie, j'ai une mauvaise pensée qui me vient en tête, je suis pas concentrée, c'est pas le moment et j'arrête. Eh bien tant pis, c'est comme ça. Après, rien n'empêche quand quelqu'un n'a pas envie de commencer à faire des petits bisous, des petites caresses, d'insister mais gentiment. Mais après, quand la personne vous dit non, c'est non. Donc souvent, ce viol n'est pas reconnu pour les victimes de violences conjugales. Elles n'en ont pas conscience. Alors, je ne l'ai pas dit au début, mais en général, je commence toujours mes propos par ça. Dans les victimes de violences conjugales, je ne dirai jamais la femme ou l'homme. Aujourd'hui, il y a au moins 20% d'hommes qui sont victimes de violences conjugales et c'est bien plus compliqué pour les hommes de venir nous voir pour en parler et de libérer leur parole. Les choses évoluent et pas dans le bon sens pour les hommes. Aux États-Unis, une victime sur 3 est un homme. Dans certaines formes de violence chez les jeunes, par exemple la confiscation du téléphone, eh bien là, ce sont les hommes qui sont beaucoup plus victimes que les femmes. Alors, au regard de la loi, il y a immunité entre conjoints, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vol, sauf pour le téléphone, l'ordinateur, les moyens de paiement et les papiers. Donc, quand je m'amuse à confisquer, entre guillemets, le téléphone de ma petite amie, c'est du vol et c'est un vol aggravé parce que ça fait partie des violences conjugales. Sarah, pourquoi vous agissez contre tous les types de violences? Parce qu'en fait, toutes ces violences-là, elles sont liées entre elles. En fait, violence sexiste, ça va être un peu le terme général. Ça va être tout simplement pour désigner les violences envers les femmes principalement. Après, on sait que les violences sexuelles, conjugales, intrafamiliales, ça peut aussi toucher les hommes. Ça reste une minorité. Et donc, dans le terme violence sexiste, on va avoir toutes les violences sexuelles, donc de l'agression sexuelle, de l'attouchement, de l'harcèlement sexuel jusqu'au viol.
Et ce qui va être compté, je veux dire, dans les violences intrafamiliales, donc ça va être l'inceste, ça va être le viol, ça va être le viol conjugal, ça va être les violences conjugales, ça va être euh, les violences sur les enfants. Tout ça, ça va être les violences intrafamiliales. C'est lié évidemment au sexisme et à notre combat féministe de base qui reste la lutte contre le patriarcat finalement. Et les violences conjugales, donc, voilà, ça va être les violences entre époux, compagnons, ex-compagnons. Nous allons à présent écouter un premier témoignage qui va parler d'harcèlement sous couvert de magagne. Alors moi, la violence que j'ai subie, c'était à la fac à Corté et c'était plutôt du harcèlement sexiste et sexuel que juste du sexisme. Je pense que dans ce que j'ai raconté, la notion de harcèlement, elle est vraiment hyper importante parce qu'il y a vraiment cette notion dans le harcèlement que ça revient, que c'est toujours la même chose, toujours les mêmes personnes et que ça dure dans le temps. Donc du coup, c'était à l'université, c'était à la fac à Corté. Et en fait, c'est parti d'une publication sur Facebook qui était en rapport avec ma famille et qui a été très très mal interprétée par mes camarades de promo, notamment par les garçons. Les filles n'ont jamais relevé les trucs, elles ont jamais trouvé ça, les blagues qu'ils s'amusent à faire, elles ont jamais trouvé ça pertinent, ça les a jamais fait rire. Voilà, et en fait c'est un groupe de garçons qui étaient en mode vraiment en mode boys club, qui ont relevé ça, qui ont trouvé ça très drôle. Et en fait au début je leur ai dit mais alors déjà vous revoyez complètement sur la façon dont vous avez compris les choses, ça n'a rien à voir. Donc j'ai essayé d'expliquer le contexte, ils en avaient absolument rien à faire. Et ensuite, je leur ai dit que moi, ça me plaisait pas. Et là, la chose qui ressort quand je dis que moi, ça ne me plaît pas, c'est que du coup, j'ai pas d'humour, que je connais pas la Magagne, et si je connais pas la Magagne, je suis pas corse. Et donc là, il y a aussi une réelle notion d'identité. Et je tiens à être anonyme, notamment pour protéger mon identité, mais aussi parce que je vais critiquer la Magagne dans cette histoire-là. Et que je sais que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Mais en fait, c'était vraiment du harcèlement sous couvert de magagne et on me faisait comprendre que le problème c'était moi parce que moi je n'avais pas d'humour et jamais, il y a personne jamais en face qui a voulu entendre que le problème n'était pas que je n'avais pas d'humour, mais à partir du moment où ça ne me fait pas rire, c'est pas de l'humour et c'est pas de la magagne en fait, et c'est de la violence. Et à partir du moment où j'ai dit oh non là c'est pas drôle, bah en fait l'histoire doit juste s'arrêter. C'est pas grave, on a fait une erreur. Finalement c'était pas de la magagne, on a essayé de faire de la magagne, mais c'était pas ça et juste faut s'arrêter. Et donc en fait il y a eu donc mauvaise interprétation de ce post sur Facebook. Et donc, on m'a associée à des choses sexuelles auxquelles je n'avais pas du tout envie d'être associée. Ça me faisait pas du tout rire. C'est un surnom, en fait, qui m'a été donné et qui est resté. Et c'est même pas un diminutif parce que ça rallongeait totalement. Le surnom était un nom à rallonge. Donc, il y avait une réelle volonté de le dire et pas juste de diminuer mon nom pour que ça aille plus vite. Et ça m'a jamais plu et c'est vraiment devenu mon surnom et c'est resté pendant longtemps. Et c'est les gens quand ils s'adressaient à moi, quand ils voulaient m'appeler ou quand ils parlaient spécifiquement de moi, ils utilisaient ce surnom à rallonge, vraiment. Alors quand je dis les gens, en fait c'est pas tous les gens, c'est vraiment les gars de ce boys club qui utilisaient ce petit surnom pour m'appeler ou pour parler de moi. Quand j'étais là, dans mon dos, il y avait aucun intérêt puisque au départ aussi, ce qui les a fait rire, c'est que ça me plaise pas. Et donc, et c'est là aussi où j'en viens à critiquer la Magagne, c'est que moi, je dis que ça me plaît pas, mais vu que ça fait rire tout le monde et que c'est vraiment pour m'attaquer, ça continue en disant non mais c'est de la Magagne, c'est à toi d'apprendre ce que c'est la Magagne et tu vas finir par en rire. Et du coup, je me suis vraiment dit que le problème venait de moi, que j'avais pas d'humour, que je comprenais pas. Et donc, je me suis forcée, en fait, mon attitude à moi aussi a changé. Donc, en fait, j'ai commencé par dire, ça me plaît pas, ça n'a pas été entendu. Ensuite, j'ai essayé de juste d'en sourire. Moi, ça me plaisait pas, mais ça a continué. Ensuite, j'ai essayé d'être indifférente, mais ça a continué. Ensuite, j'ai essayé d'en rire aussi,
histoire de leur dire, bah en fait, ça m'atteint plus, donc il n'y a plus aucun intérêt à l'utiliser, mais ça a continué. Et c'est là où je trouve aussi la notion de harcèlement très importante, c'est-à-dire que quelle que soit l'attitude que moi j'ai adoptée et que j'ai changée vis-à-vis de ce surnom pour pouvoir m'en défaire et pour que les gens me laissent tranquille avec ça et qu'on arrête de m'embêter avec ça, parce que de base ça ne me plaisait pas, en fait il n'y a rien qui a marché. Il n'y a rien qui a marché. J'ai dit que ça m'a pas plu, ça n'a pas marché. J'en ai ri, ça n'a pas marché. J'étais indifférente, ça n'a pas marché. Et du coup, c'était particulièrement un boys club, comme on pourrait dire, un groupe de garçons qui sont copains, qui étaient peut-être un peu copains avant, mais qui ont renforcé leur lien d'amitié entre eux. On peut pas dire, j'étais pas spécialement dans une promo où il y avait une starification comme on peut avoir quand on est au lycée, avec les gens qui sont très populaires. Y avait pas vraiment cette notion-là de popularité plus des uns ou des autres. C'est juste que eux, ils formaient un groupuscule assez soudé entre eux. Et la blague les a fait rire, et même si elle n'a fait rire qu'eux, ils ont continué, ils sont restés là-dessus, et ils ont tenté d'inciter les autres à venir là-dessus. Enfin, de toute façon, ils avaient leur vérité. Leur vérité, c'était que ce surnom était bien, et qu'il fallait l'utiliser et le garder. Et même si les autres ne s'en servaient pas, eux ont continué à se servir de ce surnom. Leur vérité était la vérité, était leur vérité qui était propre, et c'était dans leur tête, c'était la vérité. De toute façon, quelqu'un leur aurait dit non, il faut pas le faire, ça les a pas intéressés. Voilà, donc c'était un groupe de garçons, c'était pas juste une seule personne. Je pense qu'il y avait suffisamment de maturité à passer 18 ans et à la fac auprès d'autres personnes pour qu'ils n'entrent pas là-dedans. Mais quand même, aujourd'hui, avec le recul, pas suffisamment de maturité pour qu'ils aillent à l'encontre de ça. Parce que ce qu'on apprend aujourd'hui sur le harcèlement à l'école, c'est qu'il y a les harcelés, il y a les harceleurs, et puis il y a tous les témoins qui se positionnent pas vraiment, qui vont pas spécialement rejoindre les harceleurs, qui vont pas spécialement prendre la défense des harcelés, mais qui sont dans cette position où ils sont témoins, ils voient très bien ce qui se passe, mais ils savent pas comment réagir, parce qu'on nous apprend pas ça à l'école, parce que on n'est pas du tout guidé quand il arrive ce genre de choses au collège ou au lycée. Moi, je pense que j'ai été témoin au collège et au lycée aussi de ça, et en fait, on ne sait pas comment réagir. Il y a personne qui nous apprend, il y a personne qui nous guide, il y a personne qui nous dit bah là, ce que vous avez vu, c'est pas bien. Il y a personne qui va demander aux témoins d'aller s'impliquer en fait dans ce genre d'histoire pour y couper court assez rapidement. Et donc c'est un surnom qui m'est resté pendant quasi mes 2 années de fac avec cette promo-là. C'était fréquent, c'était régulier, c'est-à-dire que tous les jours j'avais droit à mon surnom. Au moins une fois par jour, il y avait quelqu'un qui m'appelait avec mon surnom. En fait, souvent quand les gens voulaient s'adresser à moi et qu'ils voulaient m'appeler, au lieu de m'appeler par mon prénom, ils m'appelaient par mon surnom. Il y en avait 1 ou 2 en particulier qui n'utilisaient que ça, et quelques autres qui de temps en temps utilisaient mon prénom, surtout quand il n'y avait pas un petit peu les 2 leaders de leur groupe. Alors moi, j'ai clairement pas du tout identifié ça comme de la violence et comme du harcèlement sexiste et sexuel au début. C'est-à-dire que de suite, ça m'a pas plu. Je l'ai exprimé. Et on m'a reproché de ne pas avoir d'humour, de ne pas comprendre ce qu'était la magagne. Et on m'a fait clairement comprendre que c'était à moi de changer mon interprétation des choses et mon attitude vis-à-vis de ça. Et pas à remettre en fait cette violence en question. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très difficile dans la société corse en général. Aujourd'hui, avec le recul, j'y remets, je refais des parallèles avec mon enfance, avec mon éducation aussi bien à la maison que dans la société, qu'à l'école, que dans le milieu sportif. Ce truc de la magagne où il faut avoir de l'humour, où il faut comprendre, où il faut rire de tout, et en fait à aucun moment tu as le droit de dire que les choses ne te font pas rire, parce que sinon tu as ce sentiment d'exclusion de la société. C'est quelque chose d'identitaire et de très fort, et de très marqué, et de très ancré sur le territoire, et c'est quelque chose qui va permettre à un étranger ou à un Français de s'intégrer dans le territoire, de s'intégrer dans la culture. Ça va passer par la magagne.
Aujourd'hui, ça va plus forcément passer par la chasse ou la pêche ou être une reine de beauté. Mais la magagne, c'est impossible d'y échapper. Et donc moi, j'ai pas du tout identifié ça rapidement. Enfin, j'ai pas du tout identifié ça comme de la violence. C'était juste encore de l'humour qui me plaît pas. Et il y avait différentes catégories d'humour. Et ça, bah, pour eux, c'était de la magagne. Pour moi, c'était un type d'humour qui n'était pas de l'humour. Et j'ai mis quand même quelques années à me rendre compte que, en fait, l'humour qui fait pas rire tout le monde, c'est pas de l'humour. On peut pas appeler ça de l'humour. Il y a l'humour noir, il y a l'humour léger, il y a la magagne, mais il y a aussi des choses qui font rire des gens et qui sont violentes et qui ne sont pas de l'humour. Et moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de catégoriser tout ce qui fait rire certaines personnes comme de l'humour. Je me suis toujours confrontée à des gens en face de moi, en Corse, qui vont me dire « T'as pas d'humour, tu connais pas la magagne, c'est de la magagne, t'as rien compris, t'as un problème avec ton identité corse. » Et c'est d'autant plus blessant, c'est-à-dire que au harcèlement sexiste et sexuel que j'ai vécu, on m'a rajouté par-dessus, quand j'ai dit que ça me plaisait pas, oui mais c'est parce que tu n'as pas d'humour, et donc on m'a rajouté un problème face à mon identité culturelle et régionale, dans un contexte où tu es quand même, tu es encore un ado à 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu es encore un ado, tu n'es pas un adulte complètement construit, même si c'est un petit peu l'impression qu'on a, on est majeur mais on n'est pas adulte. Et on a encore en nous cette construction de notre identité propre. Et là, il y a encore des gens qui viennent et qui remettent ça en question quand toi, tu es en train de le construire, en te disant leur vérité, encore une fois, c'est leur vérité à eux, c'est pas une vérité qui est universelle. Et voilà, donc en plus du harcèlement, il y a ça qui s'est rajouté. Donc pour moi, c'était très compliqué. C'était très dur à vivre, mais je m'en rendais pas compte et je pensais que c'était moi. Je me remettais beaucoup en question sur mon humour, sur ma façon d'appréhender l'humour des autres, sur ma sensibilité. J'ai remis énormément de mes traits de caractère en question au lieu de les accepter, d'apprendre et de grandir avec. Je les ai remis en question et j'ai renié ce que j'étais moi-même. Donc il y avait cette violence, mais que je ne voyais pas, que je n'acceptais pas. Et en fait, c'est l'extérieur qui m'a amené à montrer que c'était de la violence. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que c'est monté crescendo et que moi, je l'ai pas vu. Au début, c'était un petit peu, on m'a obligée à l'accepter. Ensuite, c'est monté crescendo, on m'a encore obligée à l'accepter, toujours sous couvert de magagne. Et c'est monté, ça a été de plus en plus fréquent, de plus en plus violent, de plus en plus agressif dans la façon de parler. Les mots restaient les mêmes, le surnom n'a jamais changé, il a toujours été le même du début à la fin, mais ça a été la façon de le faire, le contexte dans lequel on le fait, le ton qui était employé en face, c'est-à-dire qu'au départ, c'était un ton qui était très vas-y, on va faire de la magagne, et puis après, c'était vraiment un ton pour me rentrer dedans. Et en fait, plus moi, je m'adaptais, et plus j'ai adapté, comme je disais au début, mon comportement. J'ai tenté des trucs pour l'éviter et plus ça l'évitait et moins ça me faisait réagir et plus ils allaient dans la violence autrement pour me faire réagir, dans la violence avec l'intonation, dans la violence avec les propos qui allaient à côté. Il y a des menaces ensuite qui sont entrées en jeu, c'est-à-dire qu'au début il y avait que un surnom. Et en fait, au bout de plusieurs mois, au bout de 18 mois, je dirais, il y a quand même de la menace de violence physique qui est entrée en jeu. On va te faire ci, on va te faire ça sur des choses violentes. J'ai pas envie de donner les détails sur les choses sur lesquelles on m'a menacée. Mais on m'a menacée physiquement, en fait, d'être violent physiquement avec moi. C'est-à-dire que la violence verbale n'était plus suffisante. Il a fallu que ça entre dans une menace de violence physique. Et là, en fait, il y a une de mes camarades qui était totalement extérieure à ça. J'ai un petit peu exprimé des craintes en disant « Ouais, là, quand même, c'est violent. Moi, j'ai un peu peur que les menaces, elles passent à exécution. Je sais plus si c'est de la magagne ou si c'est pas de la magagne. » Et du coup, j'ai cette camarade de classe qui a très bien entendu le fond du problème et qui n'a jamais adhéré, qui n'a jamais réagi face à eux. Sans doute qu'elle avait peur que ça se retourne contre elle, que puisque je suis plus le bouc émissaire et le punching ball de ces gars-là, que peut-être ça se retourne contre elle et qu'elle le devienne.
Donc elle a jamais intervenu en vrai, en physique, en face à face ou quand les choses se passaient devant. Mais par contre, elle est allée voir le directeur de la filière et elle lui a parlé des problèmes. Alors je connais pas les tenants et les aboutissants exacts de leur conversation. Je n'ai jamais eu le fin mot de ce qui avait vraiment été dit entre eux. Mais par contre, le directeur de la filière m'a convoqué dans son bureau. Et du coup, il m'a convoqué dans son bureau et il m'a dit, voilà, donc moi j'ai eu des échos comme quoi il se passait ça, entre les cours, en dehors des cours, à l'extérieur aussi, même si c'était pas vraiment des gens que je fréquentais à l'extérieur, du coup c'est des gens que j'évitais à l'extérieur, mais Corté ça reste petit et on croise tout le monde et on connaît tout le monde, donc en soirée on finit quand même par les croiser. Et donc je sais qu'il se passe c'est pas normal en fait. Est-ce que tu te rends compte que c'est pas normal et qu'ils ont pas à faire ça c'est pas bien. En fait, ce qui se passe, c'est pas bien. Comment tu vas? Et alors, donc il me pose la question comment tu vas? Et moi, bah, dans ma tête, non, mais ça va. En vrai, c'est pas si pire. Oui, ça m'embête, mais et en fait, je lui dis non, non, mais ça va. Mais en même temps que je lui dis ça va, tout va bien, j'explose en larmes. Je suis incapable de les retenir. Mes yeux pleurent et mon corps parle pour moi-même en fait. Pendant que moi, ma bouche et mes pensées et que mon cerveau essaye de bloquer tout le reste et de dire non, tout va bien, il y a en fait à ce moment-là tout mon corps qui s'exprime et qui va totalement à contre-courant de ce que moi j'essaye de dire et qui exprime clairement que pendant 2 ans ça a été des violences et qu'en fait c'était insoutenable et que c'est pas normal et que oui c'était violent et que oui ça m'a atteint et que oui c'était du harcèlement. Et malgré tout ça, là, je parle quand même avec énormément de recul. Moi, je suis dans la trentaine. C'est quand j'étais à la fac, donc ça a quand même une dizaine d'années. Et malgré tout ça, malgré donc cet événement qui est arrivé dans les 2 années, j'ai quand même derrière encore mis du temps à mettre des mots sur ce qui s'était passé, à réussir à exprimer, déjà à mettre le mot harcèlement, à réussir à exprimer, enfin c'est pas arrivé, quoi qu'il arrive, c'est pas arrivé de suite, il m'a fallu énormément de recul pour en arriver aujourd'hui et réussir à en parler comme ça. Et là j'arrive à en parler parce que bah, j'enregistre ce témoignage toute seule dans ma chambre et que j'ai personne en face de moi, j'ai pas de réaction d'un être humain qui va être compatissant et qui peut me faire craquer en fait. Ouais, voilà, c'est un fait de harcèlement, hein. C'est harcèlement en milieu étudiant, en milieu scolaire. Quand en plus ça va jusqu'aux menaces de mort et de viol, on voit à quel point ça peut aller loin et devenir grave. Et quand on voit que il y avait personne pour la défendre, que même, du coup, on peut se dire, même les filles de sa promo participent à ce harcèlement, on voit à quel point il y a de la misogynie internalisée, donc même pour les filles et pour les femmes de sa promo. Et c'est là que toute la psychologie derrière les faits de harcèlement, on voit à quel point l'emprise, elle est forte. C'est-à-dire que dans cette promo, il y avait sûrement des gens qui n'étaient pas d'accord avec ce harcèlement et qui avaient sûrement de la peine pour elle, qui auraient voulu la défendre, mais qui n'ont jamais eu le courage de s'interposer, d'interpeller les faits et de la défendre par peur que bah, le harcèlement bascule sur eux. Et, euh, et c'est euh, et c'est toujours la même mécanique pour les violences sexistes et sexuelles, c'est-à-dire que la honte que la victime ne devrait pas avoir et que les victimes ne devraient pas avoir, c'est ce qui fait que bah, ces violences et ce passage sous silence de ces violences et des victimes fonctionne toujours aussi bien parce que il y a la peur que la société place sur la victime que cette honte, cette honte bascule sur les gens qui osent la défendre. Et moi, ça me fait penser un peu euh, au cas de Amber Heard et Johnny Depp là, qu'on a eu récemment, c'est-à-dire qu'on a un procès
pour des faits de violence conjugale et on a un lynchage et un harcèlement médiatique qui est tellement énorme et puissant sur la victime. C'est-à-dire que tout le monde se met à se moquer d'elle, à lui donner des surnoms, à la- à l'imiter, à la moquer. Et donc ça fait partie en fait de la culture du viol avec la décrédibilisation de la parole de la victime et la honte qu'on place sur les victimes. Et là, on voit que ça marche aussi sur les faits de harcèlement scolaire en fait. Et c'est terrible. Manon, peux-tu nous parler des enquêtes de l'Observatoire? La première enquête, elle avait déjà pour premier but de faire un état des lieux des VSS dans l'enseignement supérieur. Il y a eu plus de 10 000 répondants et répondantes. Et je tiens quand même à remettre bien dans le contexte que c'est une initiative qui a été faite par les étudiants et pour les étudiants. Même si à l'époque, on a été accompagné d'un comité d'experts parce que forcément, on n'avait pas toutes les connaissances derrière sur comment on fait une enquête. Donc, on avait bien été accompagné pour faire ça dans les règles. Et le baromètre 2023, qui là élargissait un petit peu le champ de l'enquête aux LGBT-phobies, en plus des VSS, dans l'enseignement supérieur. Et cette fois, plus de 17 000 répondants et répondantes et plus de 10 000 réponses gardées à la fin après le tri pour les réponses exploitables. Et du coup, ce qu'on retient parce qu'il y a beaucoup de chiffres évidemment, mais tous ne sont pas forcément particulièrement importants. Mais ce qu'il faut retenir en fait, c'est qu'on constate que, bon, déjà, sans surprise, les VSS sont omniprésentes dans l'enseignement supérieur. Les VSS sont omniprésentes dans l'enseignement supérieur, avec 6 étudiants ou étudiantes sur 10 qui déclarent avoir été victimes ou témoins d'au moins une VSS ou LGBT-phobie, et un étudiant ou une étudiante sur 10 qui a été victime de VSS. Donc 6 sur 10 qui sont victimes ou témoins, et 1 sur 10 ou 1 sur 10 victimes. Ensuite, pour les victimes de viol, on constate que près d'une victime de viol sur 3 a par la suite peur de poursuivre ses études ou de participer à la vie étudiante. Donc, ce qu'on dit par participer à la vie étudiante, c'est pas uniquement aller en cours. C'est le fait de participer à la vie associative, d'aller aux soirées étudiantes, etc. Parce que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que la vie étudiante, c'est pas uniquement les cours. C'est aussi tout ce que ça englobe. Et du coup, voilà, ça a vraiment une incidence sur toute la vie étudiante de la victime. Ensuite, on constate aussi, parce qu'en fait, les enquêtes, elles sont toujours divisées en 3 volets. Il y a un volet notamment sur les connaissances des étudiants et des étudiantes sur les VSS. Comment est-ce qu'ils arrivent à les identifier, etc. Donc, le processus de l'enquête, en fait, c'est qu'on fait une description vraiment juste factuelle d'une situation. Et on dit, voilà, est-ce que vous pensez que c'est puni par la loi? Et si c'est puni par la loi, comment c'est qualifié juridiquement? Donc là, ça nous permet de savoir un petit peu comment les étudiants et étudiantes identifient les VSS. Et on constate qu'un étudiant homme sur 3 ne sait pas que la situation de harcèlement sexuel qui est décrite dans le rapport est punie par la loi. Et ça, c'est pour les hommes, mais pour les étudiants et étudiantes en général, parce qu'on constate aussi des différences au niveau des femmes, un étudiant ou une étudiante sur 5 ne connaît pas la distinction entre agression sexuelle et harcèlement sexuel. Il y a vraiment une confusion entre les deux. Du coup, voilà. On constate qu'il y a vraiment des méconnaissances au sein de la population étudiante sur ce sujet-là, ce qui fait que forcément, quand on n'arrive pas à identifier des violences, c'est plus compliqué de les arrêter par la suite ou même de ne pas les perpétrer. Et au-delà de ça, il y a aussi des dysfonctionnements au sein des établissements, parce qu'on a 45% des étudiants et des étudiantes qui n'ont pas accès à des dispositifs d'accompagnement, soit psychologiques, soit juridiques, etc., ou de dispositifs de lutte contre les VSS ou violences en général dans leur établissement. Alors que techniquement, pour les établissements d'enseignement supérieur public, c'est une obligation. Alors, on dit 45%. Pourquoi? Parce qu'en fait, des fois, le dispositif existe, mais l'établissement ne communique pas dessus. Donc, du coup, en fait, les étudiants et étudiantes ne savent pas qu'il existe. Donc, forcément, on ne peut pas y faire appel. Donc, on n'y a pas vraiment accès. Donc, c'est pour ça. Quand bien même, il s'avère que le dispositif existe, que l'établissement a communiqué dessus et que la victime y a fait appel, on constate que pour une victime de viol ou d'agression sexuelle sur 3, l'établissement n'a pas proposé de soutien psychologique ou juridique.
Et du coup, on constate des dysfonctionnements vraiment à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau de l'établissement ou au niveau des étudiants et des étudiantes qui sont mal informés de ce que sont les VSS. Donc voilà. Et tout ça, c'est vraiment important parce que on le constate dès l'enseignement supérieur, mais en fait, tout ça, c'est, dans l'enseignement supérieur, on forme les futurs, les futurs professionnels de demain, quoi. Donc, du coup, s'il y a une impunité dans le milieu de l'enseignement supérieur, par la suite, ces violences, elles vont se perpétrer dans le monde du travail. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut prendre le problème dès la racine à ce moment-là, quoi. Michel, comment on identifie quelqu'un qui a vécu des violences? Alors oui, j'ai eu beaucoup à faire, surtout quand j'étais en pédopsie. J'ai eu des enfants et j'ai eu aussi des adolescents. Voilà, après chacun, comment dire, démontrait des signes de différentes manières parce que tout le monde est différent. Donc voilà, ça pouvait être des changements de comportement, ça pouvait être des scarifications, des troubles du comportement alimentaire ou beaucoup de repli sur soi. Bah, ça pouvait être des enfants qui avaient beaucoup de troubles du comportement, etc. Voilà, ça se manifestait comme ça, du moins. Alors en fait, voilà, c'est vraiment un changement de comportement. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'étais au pédopsie, ça a été des enfants qui ont fait des tentatives de suicide, donc qui ont été hospitalisés d'urgence. J'ai eu voilà, des jeunes filles après qui faisaient beaucoup de scarification parce qu'elles n'arrivaient pas à mettre de mots sur leur souffrance. Beaucoup de jeunes filles aussi toujours qui ont eu des troubles du comportement alimentaire, dont de l'anorexie. Après, chez les enfants, ça peut être des troubles du comportement et beaucoup de démonstrations de violence physique. Par exemple, des enfants qui vont taper, des enfants voilà, qui vont être très agressifs. Ça peut être aussi donc beaucoup de repli sur soi-même, plus envie de sortir, plus envie de voir du monde, être très renfermé. Ça peut être aussi, ça peut être démontré aussi par un échec scolaire soudain, donc un enfant à qui à l'école ça se passait bien et puis d'un coup, voilà, ça se passe pas bien du tout. Il peut y avoir voilà, vraiment différentes manières, mais c'est vraiment le changement de comportement qui démontre en tout cas qu'il y a eu quelque chose. Ce qu'il y aurait à dire, c'est qu'en fait, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à n'importe quelle, donc quelle famille, que ce soit dans la précarité ou des familles aisées. Ça peut arriver à tout âge, ça peut arriver à des enfants, ça peut arriver à des adolescents, des adultes, à des personnes âgées. Donc dans tout milieu, et voilà, ça peut arriver n'importe où, enfin n'importe quand. À n'importe qui, on va dire. Il n'y a pas de chose prédéfinie qui dit qu'on va être ou non touché un jour par des violences sexuelles ou violences tout court. Est-ce que les violences sexistes et sexuelles en milieu étudiant sont spécifiques et comment tu accompagnes ce jeune public? Alors, d'un point de vue, on va dire, éducateur, toute prise en charge a sa spécificité, en fait, de par la personne. Donc, c'est pas parce que c'est en milieu étudiant que c'est spécifique. Après, voilà, la manière d'être pris en charge, d'accompagner, etc., ça va être la même qu'une personne adulte. C'est sûr que c'est encore différent des enfants parce que bon, les enfants, il y a les parents, etc. Après, non, là, c'est spécifique à chaque personne, on va dire. C'est sûr que en milieu étudiant, ça peut être difficile parce que ce sont des jeunes et que souvent, voilà, ils se retrouvent sans leurs parents, en logement étudiant, etc. Mais après, non, l'accompagnement reste le même. Voilà, ça peut être un dispositif d'urgence pour un logement, etc. Donc non, c'est vraiment en fait spécifique à la personne et à la problématique rencontrée. Écoutons à présent un deuxième témoignage anonyme. Bonjour, je viens témoigner dans le cadre des agressions sexistes psychologiques au sein de l'école. Après tous les moyens que j'ai pu mettre en place pour virer ce professeur, je me suis rendu compte que les enseignants étaient protégés et même très bien protégés. Je ne sais pas par où commencer, mais c'est un enseignant que beaucoup d'élèves connaissent pour ses propos sexistes et racistes. Alors que je n'étais qu'une jeune fille de 16 ans, je suis rentrée dans sa classe car j'ai choisi une spécialité qui se nomme HLP, car je suis une amoureuse de la philosophie. Plus les cours avançaient, plus j'étais en contradiction avec cet homme et j'étais amenée à débattre tout le temps car je ne comprenais pas comment un professeur pouvait être aussi problématique dans ses propos, surtout au sujet des femmes. J'excellais dans la matière, je passe donc en terminale avec la même spécialité et donc le même professeur, et les problèmes ont commencé. Un jour où je n'étais pas en cours, il m'a envoyé des mails pour savoir ce que je faisais et où j'étais car je lui manquais en classe.
Après cela, je lui ai fait part du fait que ceci ne devait plus se reproduire, et ce jour-là, il m'a dit, depuis la rentrée, je me suis rendu compte que tu avais pris des formes, c'est intéressant. Et ça ne s'est pas terminé ici. Il prenait ses pots de cigarettes avec moi et voulait qu'on se voit en dehors des cours pour des cours particuliers que j'ai refusés. Et un jour, tout bascula. Alors que je devais préparer mon grand oral pour le bac, je devais avoir son avis sur les problématiques et ce jour-là, il dit devant toute la classe que c'était de la drague. Je crie, je hurle que c'était inadmissible. Après cela, à chaque fin de cours, il demandait d'attendre la fin du cours pour discuter de mon grand oral, mais il m'enfermait et à chaque fois, je me sauvais. J'utilise vraiment ce terme et là j'en parle au proviseur et ce jour-là le problème est venu. Le lendemain un pion est venu me chercher car j'étais convoqué chez le CPE alors que j'étais une bonne élève, je ne comprenais pas et ce jour-là le CPE me dit que j'ai triché à un contrôle de cette matière et que je dois le rattraper seul dans la classe avec lui, sinon il allait prévenir mes parents. J'ai demandé qu'il prévienne mes parents car cette note a été trafiquée. Il m'avait rendu un 17 et suite à cette triche, il a changé la note sur Pronote à 0. Ma mère savait tout et avait accès à mes comptes Pronote. Mes parents m'ont toujours cru et depuis ce jour-là, ils voulaient plus que j'assiste à ce cours avec lui car j'avais tout dénoncé et disaient que j'étais une menteuse. Il a des amis dans le rectorat et je me suis rendu compte qu'il avait le bras long et que je ne pouvais rien faire. J'ai témoigné et tous les ans, une élève vit la même chose que moi. Bah, sur ces témoignages, donc comme elle le dit, hein, le monsieur qui a le bras long, qui a des amis dans le rectorat, etc., en général, c'est souvent comme ça. Quand on a des messieurs qui s'en prennent à des jeunes filles et qui ont une certaine position de pouvoir par rapport à ces jeunes filles qui sont en plus jeunes, donc qui ont une certaine emprise, ça va être très compliqué pour la victime de se faire entendre et de se faire rendre justice. C'est ce qu'elle explique dans son témoignage. Elle a essayé de le dénoncer au directeur de l'établissement et au final, ça s'est retourné contre elle. C'est-à-dire que quand tu dénonces un harcèlement sexuel, parce que là, c'est ce que c'est, hein, à une personne en espérant chercher de l'aide et que tu te rends compte que finalement ton harceleur a une certaine position de pouvoir, et bah, ça ne fait qu'empirer les choses. Donc tu demandes de l'aide et la réponse du directeur, ça a été qu'on va t'enfermer seul dans une classe avec lui parce que soi-disant tu aurais triché un examen. Euh, c'est euh, c'est un scénario qu'on retrouve très souvent malheureusement. Donc après, donc on ne sait pas, au vu de ce qui a été dit dans le témoignage, si elle a été voir la police, parce qu'elle nous dit juste qu'elle a été voir le directeur. Peut-être que là, la solution aurait été de se rendre à un commissariat, d'aller voir la police. Mais voilà, encore une fois, c'est une situation d'emprise et ça fait très peur quand tu vois, au simple moment où tu demandes de l'aide au directeur de l'établissement et que la réaction à ton appel à l'aide, c'est de t'enfermer avec lui, de te culpabiliser et de rendre les choses encore pires, évidemment que ça fait encore plus peur et que ça contraint la victime, ça restreint la victime, ça lui donne beaucoup moins envie de se battre et donc d'aller à la police. C'est pourtant ce qu'il faut faire. Et, euh, et là, ben, on retrouve, dans le témoignage, on retrouve toutes les techniques de manipulation d'emprise que ces gens-là ont souvent sur la victime, hein. C'est-à-dire qu'il a une position de pouvoir parce qu'il est son professeur. Il s'en sert, il se permet des petites remarques. Si elle se permet de se défendre et de faire à son tour des remarques, ça se retourne contre elle. Donc c'est elle la mauvaise élève, c'est elle la folle, c'est celle qui réagit alors qu'il n'y a rien. Euh, Là, dans le témoignage, c'est une situation voilà, de professeur à élève, une situation scolaire. C'est le même genre de manipulation qu'on retrouve dans tous les autres cas soit d'harcèlement, soit par exemple, de violence conjugale, hein. C'est-à-dire que les petites techniques de violence conjugale, des fois, qui vont être bien subtiles par la personne violente et qui, lorsque la victime va réagir ou se défendre, bah, c'est elle qui passe pour une folle finalement. Donc voilà, ça c'est les petites techniques de manipulation ouais, qu'on a l'habitude de voir malheureusement.
Pour reprendre des chiffres clés des études dont nous a parlé Manon, les paroles étudiantes sur les VSS de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles qui date de 2020 et de la deuxième étude, le baromètre de 2023, 71% considèrent que le contexte général ainsi que les traditions de leur établissement ne sont pas égalitaires par rapport au genre. Les principales causes de violence sont l'effet de groupe, l'impunité, le manque d'éducation et l'alcool. Les personnes victimes de violences ou témoins qui assistent à des violences, ce sont 60% des violences verbales, 50% des contacts physiques non désirés, 40% des propos LGBT-phobes et 10% des viols. Et pour faire écho au témoignage que nous venons d'entendre, les violences verbales sont majoritairement commises en soirée et pendant les cours. Cet épisode sera en 2 parties d'1 heure chacune, diffusées le même jour. Vous pouvez les écouter à la suite ou bien comme vous le souhaitez. À plus!